beaucoup, Patrick Boucheron. Je suis très heureux de présenter devant vous aujourd'hui cette séance dont Patrick Boucheron a donné le titre, je le répète, les transitions de la modernité, épistémologie et historiographie d'un changement d'époque. Je remercie chaleureusement Patrick Boucheron de donner la parole cet après-midi aux modernistes. C'est un peu la séance Les modernistes contre-attaquent, on l'avait annoncé il y a 2 semaines déjà, pour tenter de démêler, ou plus modestement de poser la question, des manières dont les historiens choisissent de mobiliser ou pas le concept problématique de modernité. À vrai dire, avant qu'on en parle, justement, je ne m'étais pas vraiment posé la question, je dois le dire, à la différence d'ailleurs des 2 autres orateurs de cet après-midi. La structure même de la séance donnera, je l'espère, quelques pistes de réflexion à travers 3 angles d'attaque, historico-politique d'abord avec Jean-Frédéric Chaube, historico-économique dans ma présentation et, si je peux le qualifier ainsi, philosophico-politique avec Alexandre Escudier. Je propose qu'à l'issue de chaque intervention, vous posiez de courtes questions. Donc après chaque exposé, on va appeler ça les questions pressantes, afin de conserver une bonne demi-heure finale pour la discussion des 3 présentations dans leur ensemble, qui, j'espère, aura aussi, sera l'occasion de points d'accroche avec les autres séances du séminaire. Afin que nous ayons le temps de discuter, je vais sans tarder donner la parole à Jean-Frédéric Chaube, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, que je remercie vivement d'avoir accepté de venir parler aujourd'hui. Spécialiste des monarchies ibériques, Jean-Frédéric Chaube s'est intéressé de près à l'histoire de l'État moderne, à l'histoire des empires et aujourd'hui également à l'idée de race. Ces derniers livres portent justement sur ces questions. J'en citerai 2. Pour une histoire politique de la race, en 2014, ainsi qu'Oro-Onoko, Prince et esclave, en 2008. Les 2 aux éditions du Seuil, dans la collection La librairie du XXIe siècle. Il termine actuellement avec Silvia Sebastiani un grand ouvrage sur la formation des catégories raciales en Occident du XVe au XIXe siècle. Cet après-midi, Jean-Frédéric Chaube présente un papier intitulé « Formation européenne de la modernité politique ». Je vous en prie. Merci Guillaume pour cette présentation et merci Patrick Boucheron pour cette invitation. Et en effet, le panel qui a été composé par vous est extrêmement complémentaire parce que, comme vous le verrez dans un instant, cette formation européenne de la modernité politique sur laquelle j'aimerais réfléchir avec vous ne fait ni l'hypothèse de la possibilité de naissance d'un capitalisme à l'époque moderne. C'est possible, il est possible que le capitalisme soit né à l'époque moderne, mais je n'en forme pas l'hypothèse. En tout cas, je ne m'appuie pas sur elle. Et je me distingue méthodologiquement de ce que seraient les pratiques savantes de l'histoire de la philosophie politique. Et donc, je me place en situation particulièrement complémentaire par rapport aux 2 autres orateurs de cet après-midi. Ce dont je voudrais parler cet après-midi, c'est du processus par lequel l'Europe devient une division du monde et que ce processus est contemporain des formes de transformation de la définition de l'autorité et de l'exercice du commandement dans cette région particulière du monde. Il s'agit donc de décrire une histoire que j'espère enfin unifier des espaces domestiques et des espaces coloniaux. Ce dont je m'occupe, c'est de la politique. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas du politique au sens que des auteurs comme Claude Lefort ou Pierre Rosanvallon ont donné pour aborder ce genre de questions. Ce dont je voudrais vous parler, c'est de l'exercice empirique du commandement à l'échelle de territoires vastes et de populations nombreuses, et en retour, l'épreuve de l'autorité sans laquelle la stabilité du commandement ne peut être garantie. En cela, cette démarche, par sa dimension fortement empirique, se distingue aussi bien de la tradition intellectuelle de l'histoire des institutions et des faits sociaux, prisée dans les facultés de droit depuis 150 ans, que de l'histoire de la philosophie politique. Par modernité politique, ce que j'entends est
peu substantielle, mais essentiellement chronologique, c'est une définition fondamentalement chronologique. La modernité politique dont je parle désigne une période de l'histoire européenne qui se définit par la sortie d'une organisation politique qui était assise à la fois sur l'agrégation de seigneuries et sur la persistance d'un horizon de légitimité universelliste, qu'on le situe dans la papauté ou dans le Saint-Empire, ou plus exactement dans les deux à la fois. Donc, une période qui se situe à la sortie de ce moment-là et qui se place avant la mise en œuvre du programme libéral annoncé par les révolutions de la fin du XVIIIe et du premier tiers du XIXe siècle. Quant à l'Europe, pour définir tous les termes du titre de cette présentation, l'Europe que j'évoque désigne l'ensemble des sociétés et des territoires, de Lisbonne à Moscou et d'Édimbourg à Kiev, si vous voulez, ainsi que les conquêtes, colonies et empires formés depuis la fin du Moyen-Âge par ces sociétés, au-dedans comme au-dehors. L'accent placé sur l'Europe se définit comme un remède à l'eurocentrisme. Il s'agit non pas de poser que toute modernité politique serait par nature européenne, mais qu'il est une modernité politique importante et qu'elle est située, qui est celle de l'Europe. Il s'agit donc de réfléchir à partir d'historiographie qui portent sur l'ensemble des espaces considérés et qui, pour la façon dont moi je peux travailler, repose au fond sur un certain nombre de langues de travail en dehors de la nôtre, qui sont l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais. Alors, la manière dont je voudrais rendre compte de cette démarche consiste à vous proposer de réfléchir sur 5 façons de contribuer à la construction de l'autorité. Et puisque je vous ai dit que j'ai expliqué que mon point de vue est un point de vue qu'on pourrait qualifier de pragmatique, non pas au sens du pragmatisme américain, mais au sens d'un intérêt porté aux pratiques par lesquelles l'autorité peut être exercée, et j'entends par autorité la puissance de commandement en tant qu'elle est reconnue comme légitime par ceux auxquels elle s'adresse. Définition classique. Eh bien, puisque la démarche que je veux entreprendre est une démarche de type pragmatique, c'est autour d'expressions verbales que je voudrais diviser la matière sur laquelle nous pourrons discuter dans un instant. Gérer la barbarie serait le premier point. Administrer les peuples serait le second. Juger la société, le troisième. Convaincre les sujets et se déprendre ou s'affranchir serait le 5e point. Gérer la barbarie, de quoi s'agit-il ? Si vous vous souvenez peut-être de la première scène, de la première partie de l'Henri IV de William Shakespeare et de la dernière scène de la seconde partie, l'exercice de la royauté, l'entrée au-delà du seuil, enfin l'entrée dans la politique, commence par la résorption de la guerre civile. En deçà de la fin de la guerre civile, on n'est pas encore dans un régime d'établissement de l'autorité. Et dans l'Henri IV de Shakespeare, la pièce commence par le constat que la guerre du pays de Galles est terminée et que donc il s'agit de reprendre la croisade, sans aucune interruption, sans solution de continuité. La fin de la guerre civile signifie nécessairement la reprise de la croisade, et Henri IV ne conduira pas de croisade, mais il aura au moins la satisfaction morale de mourir dans celle des chambres du Palais Royal qui porte le nom de Jérusalem. Donc, il ne s'agit pas ici de théorie politique,
Il s'agit tout simplement de prendre la mesure du fait que la guerre civile est un phénomène majeur, massif, constant, dans l'histoire des sociétés dont je vous ai donné, si ce n'est la liste, mais du moins les territoires extrêmes. Vous le savez comme moi, le XVe siècle anglais, tout comme le XVe siècle de Castille et d'Aragon, sont des périodes de guerre civile, le temps des troubles en Russie, la France et les terres germaniques au temps des guerres de religion, les révoltes et les révolutions dans toute l'Europe au mi-temps du XVIIe siècle, France, Grande-Bretagne et Irlande, Portugal, Naples, Pays-Bas, Danemark, un peu plus tard, la glorieuse révolution anglaise, la guerre de succession en Espagne, qui n'est rien d'autre qu'une guerre civile, avec intervention étrangère. Au XVIIIe siècle, les grandes secousses ont plutôt pour origine des révoltes et des révolutions qui ont lieu dans les espaces coloniaux, Tupac Amaru au Pérou, les colons britanniques d'Amérique, les esclaves de Saint-Domingue, etc. La guerre civile n'est pas une hypothèse de théorie politique, mais une menace permanente qui se réalise selon des rythmes assez fréquents, en tout cas assez fréquents pour que la mémoire en demeure vive, sans solution de continuité sur la totalité de cette période moderne dont je viens de parler. La capacité à résorber la guerre civile est le premier et peut-être le principal fondement de l'autorité du prince ou de son équivalent républicain. Henri IV règle la guerre civile et se porte à la croisade. Agissant comme roi de guerre, le prince fait coup double. Il s'autorise de sa capacité à défendre le dedans contre le dehors. Il incarne au sens propre les valeurs les plus précieuses du milieu aristocratique dont il est issu, celles des vertus guerrières. Le modèle idéologique de la guerre au dehors demeure la croisade, dans la mesure où pèse constamment le doute sur la légitimité de la guerre entre princes chrétiens. La mise en place progressive du système westphalien, à partir du mi-temps du XVIIe siècle, comme résultat parfaitement pragmatique de la formalisation des modes d'intervention au cours des congrès diplomatiques, produit l'idéologie de justification de la guerre extérieure entre princes chrétiens, autour notamment des discours sur l'équilibre. Le montage de l'action guerrière et de l'activité diplomatique favorise donc la permanence de la menace extérieure. Troisième point, autour de cette crainte de la barbarie, la crainte de se trouver en deçà du seuil de la politique, il y a cette tentation réalisée par nombre de sociétés européennes qui est la tentation de changer le monde à travers de ce qu'on pourrait qualifier de révolution coloniale. Dans l'héritage direct, et là encore sans solution de continuité, de la croisade médiévale, l'expansion maritime ou terrestre, la Russie contre les Tatars, puis en Sibérie, pour mémoire, parce que l'aventure coloniale n'est pas uniquement maritime, elle peut être aussi parfaitement continentale. Donc l'expansion des Européens vers l'Afrique, l'Amérique et l'Asie transforme en profondeur les fondements de la légitimité politique des princes eux-mêmes. L'activité coloniale accrédite l'ambition de chaque royaume de se poser comme un empire, ne se reconnaissant aucune autorité supérieure et qui était la définition même de la légitimité royale. Sans l'entreprise coloniale au loin, la fiction de l'autonomie impériale de chacun se heurtait aux prétentions des autres, à leurs frontières mêmes. Les exploits remportés par les colonisateurs se traduisent en termes de contrôles territoriaux, d'établissement de communication maritime et de subjugation des peuples conquis, surtout aux Amériques. Ces actions, entre XVe et XVIIIe siècle, ont changé le monde, occupé la place abandonnée par la croisade et dévié une part de la violence de guerre présente à l'intérieur de l'Europe. Une part seulement. Les princes et les entrepreneurs de colonisation se sont mutuellement épaulés pour stabiliser et renforcer leur pouvoir de commandement. Deuxièmement, administrer les peuples. Sous ce chapitre, un premier point concerne la façon dont les hommes devaient être classés et peut-être même élevés
comme on dit, de mineurs ou de bétail. La différenciation des fonctions politiques au sein de la société se comprend au regard d'une différenciation selon les qualités sociales. Ni l'appel évangélique, saint Paul, au renversement des hiérarchies, l'appel évangélique au renversement des hiérarchies dans les évangiles, ni l'appel paulinien à leur abolition ne sont mis en œuvre dans la société médiévale telle qu'elle. L'indifférenciation des conditions étant renvoyée au jugement des derniers temps, l'exercice de l'autorité du prince repose sur une composition hiérarchisée des corps qui, à leur tour, composent une communauté de sujets en un temps où le concept de société demeure impensable. La pérennité de ce montage ne repose pas uniquement sur l'exercice de la force par les puissants à l'encontre des dominés, sinon on ne parlerait pas d'autorité. La capacité à produire et à imposer comme naturelle une certaine classification des composantes de la communauté est un attribut du pouvoir politique autant qu'un outil de sa constitution. À la suite, ou dans la prolongation de la façon dont le pouvoir politique se légitime en légitimant les classifications sociales, il convient d'insister sur la manière dont l'opération de stigmatisation ou d'élimination des impurs est un élément puissant de ce travail de constitution de l'autorité. Depuis au moins le 4e concile du Latran, 1215, bien connu, la faculté de classer les composantes de la communauté des sujets est investie d'une forte dimension de stigmatisation. Hérésie, dissidence, race maudite distinguent les éléments douteux. Les réglementations adoptées par les diocèses, les villes et autres corps des royaumes séparent les purs des impurs. Cette opération a des incidences essentielles sur l'organisation des rapports sociaux. Elle repose sur une idéologie, j'insiste sur le terme, de la transmission héréditaire de la faute, et elle en perpétue les effets de séparation en entravant les mariages mixtes. Dans la péninsule ibérique, que je connais moins mal, les processus politiques engagés depuis la fin du XIVe siècle, en particulier autour de la question juive, peuvent être interprétés comme la matrice de la plupart des politiques raciales mises en place tant en Europe que dans les territoires coloniaux. Le prince est tenu de se poser en garant du respect des règles de séparation. Mais le prince ne s'en tient pas uniquement à cette fonction de purification, il est aussi celui qui compte, celui qui fiscalise et celui qui accepte de reposer sur ces sujets. La compétence des magistratures financières, militaires et de police se mesure aux capacités à rendre compte de la composition des populations, de la physionomie des territoires, de la nature et du volume des échanges. Description chorographique, perfectionnement de la cartographie, dénombrement des populations, recueil des informations cadastrales, l'histoire politique de l'Occident peut partir de l'observation des progrès accomplis par toutes ces méthodes conçues pour améliorer la connaissance par le prince de la communauté de ses sujets. L'établissement de ces données doit être compris d'abord comme un instrument permettant d'anticiper les effets des décisions portant sur le prélèvement fiscal. Mais il alimente également le sentiment de puissance attribué au prince par ses sujets, car il manifeste tout autant l'exhibition du commandement. La faculté de connaître les sujets et les territoires adopte une dimension nouvelle lorsqu'au XVIIIe siècle, elle se trouve adossée à une nouvelle conception intrusive de l'administration de police. Troisième moment verbal, juger la société. Et je partirai d'une question dont je me suis occupé il y a maintenant un peu longtemps, à savoir l'exercice de la juridiction ou comment la norme vient au sujet. Jurisdictio, telle est la matrice conceptuelle et juridique sur laquelle se sont édifiées toutes les normes
assurant la stabilité de l'exercice du pouvoir depuis le Moyen-Âge central. L'administration de l'autorité s'entend alors comme la capacité à arbitrer les conflits entre parties en puisant dans le réservoir immense des techniques juridiques issues du commentaire moderne du droit romain et du commentaire du droit canon. Les communautés de sujets, sous l'Ancien Régime, sont des sociétés de plaideurs. Les lecteurs de Racine le savent. Car le régime ordinaire de la prise de décision concernant les intérêts des familles et des corps sociaux est celui du débat contradictoire, suivi de la sentence finale émise par le dépositaire de la jurisdictio. La formalisation de la conflictualité est un des principaux facteurs de sa canalisation et donc de sa réduction. En ce sens, sa contribution est essentielle lorsqu'il s'agit de tenir à l'écart le spectre évoqué plus haut de la guerre civile. Les magistrats, versés dans la science des cas et des normes, exercent la fonction de tiers. Pas Adolphe. Ils incarnent une dimension de légitimité qui se veut antérieure et donc supérieure à tout régime politique particulier. Et donc on est là dans une temporalité qui n'est pas seulement celle de la modernité. Et le prince dans tout ça? Eh bien, ce roi de guerre dont je parlais il y a un instant est également le juge suprême de la communauté des sujets sur laquelle s'exerce son autorité et sa puissance de commandement. Dans la plupart des pays européens, les conseils dont s'entoure le prince, c'est-à-dire les collèges de conseillers dont s'entoure le prince, enregistrent les informations et sollicitations qui leur sont adressées par les magistrats, les villes et les seigneurs détenteurs d'autorité locale. Les conseillers procèdent alors à la qualification juridique des cas et émettent des avis visant à orienter la décision, ou plutôt la sentence, du prince sur chaque affaire soumise à son jugement. Ce fonctionnement est à double sens, car les conseils donnent une forme juridictionnelle aux décisions prises par le roi. Dans les royaumes, les magistrats exercent par délégation la justice du roi. Toutefois, les princes ne disposent pas de la maîtrise du processus de formation des futurs magistrats, dans la mesure où la vie des universités, où se constituent les facultés de droit, échappe pour une bonne part à leur autorité du prince. De plus, les princes ne peuvent faire et défaire les carrières selon leur bon plaisir. Des systèmes plus ou moins ouverts de vénalité des charges consolident un processus séculaire de patrimonialisation des magistratures. Enfin, la pyramide des tribunaux qui se constitue nous apparaît comme très largement un ensemble autogéré. Autogestion sans doute, mais également stabilité. Le prince, en tant que désormais roi de justice, dans mon propos, doit négocier avec les dynasties de magistrats au sein d'un système de soutien et d'assistance mutuelle. L'autorité du détenteur du commandement suprême n'est pas si grande qu'il puisse jouir du monopole de production des normes juridiques. Cette fonction est partagée avec les magistrats et les jurisconsultes. D'un côté, cette situation de partage peut apparaître aux yeux des contemporains comme la manifestation d'une faiblesse. D'un autre côté, la lente consolidation d'un mécanisme de formalisation des normes de l'action politique, fût-il partagé, permet de distinguer l'ordre, fût-il injuste, du désordre. C'est parce qu'elles sont encadrées par le droit que les actions institutionnelles finissent par présenter un caractère cumulatif, et ce, aussi bien en Europe que dans l'ensemble des territoires contrôlés ou conquis par les Européens, au dehors. Sans doute, des soubresauts ont-ils pu sembler annuler, pour un temps,
l'établissement de la stabilité politique. Il y eut des moments de désordre, il y eut des moments d'interruption de cette fonction cumulative du droit à stabiliser les procédures dans ces sociétés. Mais à long terme, la formalisation des décisions politiques et les modalités de qualification des situations surgies dans la communauté des sujets ont été des facteurs essentiels pour assurer la permanence des régimes de commandement et pour consolider l'autorité des gouvernants. Quatrième et avant-dernier point, convaincre les sujets. Sur un point au moins, cette modernité n'est certainement pas en rupture avec les périodes médiévales dont vous avez déjà parlé à ce séminaire. Et je pense en particulier à la question de la mise en ordre religieuse du social, ou, si vous me permettez une expression moins sympathique, l'idéologie cléricale. Au point de départ, la communauté des sujets du prince considérait à l'échelle de sa totalité, mais aussi bien à l'échelle des unités de vie concrètes des individus au jour le jour, ou des personnes au jour le jour, est connue et conçue comme une communauté de croyants. Le fait que des communautés de croyants d'autres obédiences résident sur les territoires des princes ne change rien à la nature ecclésiale de la constitution de la collectivité politique, y compris lorsque les autres obédiences peuvent être majoritaires, ce qui est le cas, par exemple, du territoire portugais de Goa à l'époque moderne. La capacité d'encadrement des populations et la puissance de conviction dont les églises se sont montrées capables à l'époque moderne indiquent que cette dimension essentielle, pendant le moment médiéval, n'est donc pas abolie pendant la modernité. Selon les circonstances, il est arrivé que l'autel défie le trône, et pas simplement dans les exemples qui vous viendraient à l'esprit immédiatement de dissidence. Philippe II, le plus catholique de tous les rois de tous les temps, eut des rapports particulièrement tendus avec le Saint-Siège sur la question des nominations aux évêchés. Mais au total, l'idéologie cléricale a accompagné et alimenté les propagandes déployées pour légitimer l'autorité des princes. Les manifestations sacrales, les onctions, thaumaturgie, entourages cléricaux, jouent un rôle de grande importance dans l'affirmation du caractère providentiel, voire divin, des princes. Cependant, lors des crises religieuses, les réformes luthériennes et calvinistes, les vieux croyants russes, pour prendre deux exemples, les églises peuvent également jouer un rôle de délégitimation et de déstabilisation de l'autorité royale. Il y a un instant, j'ai employé un terme qui vous a peut-être choqué, celui de propagande, et c'est sur lui que je veux revenir à présent pour le justifier. Art de la propagande ou idéologie royale après les formes de l'encadrement religieux ou l'idéologie cléricale. Grande prose, poésie épique, traité des princes, oratoire sacré, cérémonie religieuse, entrée triomphale, spectacles vivants et architectures éphémères, peinture, sculpture, médailles, musique, ballet, architecture, art des jardins, autant de ressources à la disposition des princes pour convaincre leur sujet de l'évidence irrévocable de leur autorité. Ainsi, la plupart des modes d'expression artistique ont fait l'objet d'une instrumentalisation politique. À l'époque moderne, le type social du créateur individuel et autonome, libre de toute attache à des systèmes de patronage et de commande, fait figure d'exception. C'est pourquoi, quelque révérence que méritent les œuvres majeures de la pensée et les grandes réalisations esthétiques, on est en droit de ne pas hésiter à comprendre une bonne part de cette production sous la catégorie de la propagande. Du même coup, se pose la question de savoir de quoi les traités sur l'autorité politique sont les sources. Nous aident-ils à comprendre les ressorts de l'exercice du commandement, ou bien nous donnent-ils à voir des programmes idéologiques et rhétoriques visant à légitimer le pouvoir? Le pouvoir ne se contente pas de s'affirmer,
il exerce aussi une fonction de censure, car pointe la peur des consciences libres. La question précédente se pose de façon impérative, puisqu'on a affaire à des régimes politiques qui ne conçoivent en aucune manière les libertés modernes d'opinion, de réunion et de publication. Vous aurez certainement en tête les exceptions anglaises et hollandaises qui sont en effet attestées sur la partie, disons, la plus avancée de la période dont je parle. La technique de l'imprimerie, qui de fait accompagne la formation de la modernité politique, objet de cette présentation, a suscité craintes et interrogations. Très tôt, les magistrats se sont alarmés à propos de la possibilité de reproduire de façon mécanique des pages considérées comme dangereuses pour la stabilité de l'ordre politique ou simplement ineptes, fautives ou médiocres. Les index réalisés par la papauté ou par les tribunaux inquisitoriaux permettent d'observer, en vraie grandeur, l'examen de la production imprimée par les autorités en charge de l'encadrement des consciences. Ce régime de la censure ne peut toutefois observer l'ensemble de la circulation de l'écrit dans des sociétés où l'imprimé n'a jamais fait disparaître le manuscrit et dans des territoires où la contrefaçon et la contrebande sont des activités massives. Là où la censure verrouillait trop l'échange des idées, son détournement a réduit la légitimité de l'autorité des princes, et cela d'autant plus que les interdictions pouvaient peser sur des ouvrages qui ne portaient ni sur la politique, ni sur le dogme religieux. Enfin, dernier point, dépendre et s'affranchir. Nous avons affaire, à l'époque moderne, si nous voulons essayer de comprendre comment l'autorité circule dans le tissu social, nous devons prendre en compte ou essayer de réfléchir aux procédures, aux processus par lesquels cette autorité se transmet par capillarité depuis le prince jusqu'au dernier de ses sujets. Les princes n'ont jamais souhaité se défaire de la matrice aristocratique dont ils étaient issus, quand bien même ils aient dû affronter des rivaux au sein de ce milieu pendant des périodes d'affaiblissement de l'autorité royale, minorité, régence, période de troubles civils. Les cercles de la première noblesse, parents directs du prince, bâtards légitimés, ducs et pairs, grands, boyards, tout ce que vous voudrez, devaient reconnaître la légitimité du prince, faute de quoi les conditions de la paix civile ne se trouvaient pas réunies. À partir de ce premier niveau de l'obéissance, les clientèles et sous-clientèles s'ordonnaient à cette obéissance première. L'acceptation de l'ordre politique existant reposait sur un ensemble de relations de dépendance et de relations contractuelles, elles-mêmes adossées à des flux d'échanges et de biens matériels et de biens symboliques. La communauté des sujets ne se composait pas comme une société de citoyens détenteurs individuels de droits politiques. L'insertion des individus dans la vie sociale passait par des liens de famille et d'alliance, des positions de dépendance et des capacités de patronage, des formes d'allégeance croisées. Ce tissu vivant est aussi un système général de communication. C'est par lui que passe et se crédibilise constamment l'idéologie royale. Mais à côté de ce système de circulation et de crédibilisation de l'idéologie royale, nous devons tenir compte de l'existence d'acteurs du passé qui n'ont pas accepté pleinement de jouer selon ces règles. À la manière dont l'économie classique postule que tout individu souhaite maximiser ses gains, l'histoire politique dont nous héritons observe le devenir des ambitieux. Certains parviennent à leur fin, d'autres échouent. Mais tous sont réputés avoir cherché à augmenter leur capacité de commandement. Or, à l'époque moderne, des détenteurs de parcelles d'autorité ou des personnes formées pour occuper des charges refusent de franchir le pas. Le cas des avocats jansénistes à l'époque de Richelieu en offre un exemple emblématique en France. Nombreuses sont les personnes
dont on attendait qu'elles brigassent des positions dans la chaîne de commandement politique et qui se sont dérobées. Les raisons de leur retrait sont d'ordre spirituel, financier, sanitaire. Qui veut aller aux colonies où l'espérance de vie peut être de 2 ans sous les tropiques? Psychologique, politique enfin. Une histoire de la politique moderne doit tenir compte de cet angle mort du regard que nous portons sur le passé. Cette dimension de la question permet de dessiner une préhistoire du pluralisme qui ne se limite pas au couple obéissance-désobéissance. La dissidence et le renoncement sont 2 positions qui défient l'autorité du prince sans engager de combat contre elle. Elles constituent la trame même des tensions politiques de l'âge moderne. Enfin, plus loin dans le refus, se placerait, et c'est mon dernier point, ce que je qualifie de solidarité rebelle ou la perpétuité de la guerre civile. Le caractère conditionnel de l'obéissance, même si toute la propagande royale visait à le nier, pouvait être réactivé à l'occasion de tensions ou de crises. C'est alors par communautés entières que le devoir d'obéissance pouvait s'effondrer. L'impulsion vers la dissidence n'était pas à sens unique, ni seulement du haut vers le bas, ni du bas vers le haut. On ne peut en effet réduire la tentation de la révolte ni au cercle étroit des querelles de palais, ni à la volonté d'une population misérable d'échapper à sa condition. Les lieux de fracture de l'obéissance pouvaient adopter de toute autre forme dans les municipalités oligarchiques, dans des corporations, dans des juridictions telles que les parlements. Le basculement dans la révolte heurtait l'interdit de la lèse-majesté et réactivait la hantise de la guerre civile. C'est pourquoi la menace de la révolte a pesé, peut-être plus encore que sa réalisation, dans la conduite des affaires à l'échelle locale comme à l'échelle de la communauté, de toute la communauté des sujets du prince. En ce sens, s'il est vrai que la sortie de la guerre civile est le seuil d'entrée dans la politique moderne, la mémoire et le risque du retour au temps des troubles ne cessent jamais d'agir au second plan, comme un danger qui n'est jamais exorcisé. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Frédéric Chault pour cette présentation qui, j'espère, va donner du grain à moudre à l'ensemble de la salle. J'imagine que les médiévistes peuvent être saisis justement par ces 5 seuils de la modernité, 5 seuils de la modernité politique, dont peut-être il serait intéressant aussi de débattre des bons instruments de mesure, c'est-à-dire quels sont les instruments qui permettent aux historiens de qualifier, mais aussi peut-être de quantifier des effets de seuil dans ces 5 grands domaines de la modernité politique que vous avez présentés. Je poserai donc une question pressante, rapide, pour lancer aussi une discussion qui, voilà, j'espère, pourrait... pour lancer les questions que vous avez sans doute à poser. Cette formation européenne de la modernité politique que vous situez précisément à partir de l'Europe, à partir d'une matrice européenne, qu'est-ce que cela changerait si on l'observait depuis ses marges, c'est-à-dire depuis l'Empire ottoman, depuis la Chine? Est-ce que des processus, des seuils, les seuils que vous avez précisément identifiés, eh bien, seraient différents dans l'Empire ottoman, en Chine? Est-ce que aussi depuis ces observatoires-là, on ne serait pas tenté précisément de trouver une anthropologie du politique plus profonde qui fait qu'au fond, on aplatirait d'une certaine manière ces différences, ces effets de seuil entre périodes? Alors, en fait, dans la formulation de la question, j'ai une petite incertitude. Est-ce que la question est celle de comment peut-on interpréter le processus d'entrée dans la modernité politique qui a eu lieu en Europe à partir de l'Observatoire de la Sublime Porte ou de l'Empire du Milieu, ou bien est-ce que la question c'est la modernité ottomane et la modernité chinoise nous disent-elles quelque chose de la modernité européenne? C'est 2 questions complètement différentes. Je ne sais pas laquelle vous posez en fait. Les 2. Ah ben non, ça c'est pas du jeu. Je suis navré, c'est pas du jeu. Non, au départ c'était la première, puis après je me suis dit pourquoi pas la deuxième. Bon, le problème du regard extérieur, si vous voulez, il est symétrique.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas postuler que le regard porté par un mandarin de la cour de l'empereur ou par un vizir sur l'Europe puisse être de même nature que le regard que porterait un magistrat ou un évêque, qui est en quelque sorte imprégné et imbu et en quelque sorte comptable de toute une histoire antérieure et qui ne se pose jamais dans une situation d'immédiateté ou d'instantanéité, ou, pour employer une expression qu'un de nos collègues a beaucoup développé ces dernières années, de présentisme. C'est-à-dire que le regard porté par le voyageur, par le témoin extérieur sur une réalité historique donnée, en tout cas dans les périodes qui sont celles sur lesquelles porte la discussion, ne peut pas être de même nature, en aucune manière de même nature que celle qui est portée de l'intérieur. Donc je pense qu'il est intéressant d'essayer de documenter ce que pouvait en penser un Ottoman ou ce que pouvait en penser un mandarin. Je pense que c'est une question absolument pertinente. En revanche, je ne pense absolument pas que la position, excusez-moi le pédantisme, cognitive dans laquelle se trouveraient ces deux acteurs par rapport à un magistrat, un seigneur ou un prélat de l'Église pour parler de la société européenne puisse être commensurable. Donc c'est très difficile de répondre à cette question. C'est peut-être le cas chinois là, qui nous écarte, parce que le cas ottoman dirait peut-être autre chose, parce que la diplomatie ottomane quand même se pense parfaitement insérée dans le ius publicum européen. Mais tout à fait. Oui. L'Europe aussi. Mais précisément, je pense que le fameux exemple qui a été 1000 fois, mais à juste titre, exposé, de la cavalcade de Soliman se présentant recouvert de la tiare pontificale et signifiant par là qu'il est l'héritier de Constantin et qu'il est plus exactement le second Constantin et opérant sur l'Empire romain la seconde opération de conversion, entre tout à fait dans votre optique. Mais moi, je pense qu'en effet, dans ce cas, le travail avec les ottomanistes serait de toute première importance. La difficulté, malgré tout demeurant, d'arriver à constituer des corpus d'écrits qui, tant soit peu, abordent les questions dans des termes comparables et avec des visées comparables. Il est possible que je ne l'exclus pas. Encore faut-il le vérifier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?